La nuit est électrique. Au cœur des Jeux Olympiques, la foule danse, rit, chante. L'Amérique vit l'un de ses plus grands moments de fête. Mais à 1h du matin, tout bascule. Depuis une cabine téléphonique, quelqu'un appelle le 911. Pendant ce temps, ignorant tout de l'appel anonyme, un agent de sécurité voit quelque chose d'étrange. L'alerte est donnée, il est des mineurs à court. En ouvrant le sac, il découvre un enchevêtrement de fils, de métal et une bombe prête à exploser. 2 personnes perdent la vie et des dizaines sont blessées. Au milieu du chaos, un nom émerge. L'agent de sécurité est salué en héros. Sans lui, le carnage aurait été bien pire. Mais très vite, le doute s'installe. Et si le héros avait tout orchestré, s'il avait posé la bombe avant de se faire passer pour celui qui l'avait découverte? Les autorités sont persuadées de tenir leur homme. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'ils sont en train de commettre l'une des plus grandes erreurs judiciaires de leur histoire. Car pendant qu'ils traquent un innocent, le véritable criminel est déjà loin, libre et prêt à frapper encore. Ce gars-là, c'est moi en train de bosser sur la vidéo que vous êtes en train de regarder. Après plusieurs heures non-stop devant l'écran, la fatigue commence à se faire ressentir. Du coup, petite pause et je me recharge avec ma dose de Oli. Oli, c'est ma petite astuce pour me rebooster en énergie. Ça m'aide vraiment à rester concentré plus longtemps, que ça soit pendant le montage ou pendant les sessions d'écriture. Et surtout, il n'y a pas ce gros crash qu'on peut avoir avec d'autres boissons. La différence, c'est grâce à leur caféine cristallisée qui tient mieux sur la durée. Et en plus, c'est sans sucre, avec plein de goûts vraiment clean, loin des trucs chimiques qu'on connaît tous. Alors attention tout de même à consommer avec modération et ça ne remplace pas l'eau. Chez Oli, il y a plusieurs gammes. Énergie, celle que j'utilise le plus souvent, Ice Tea et Hydration, adaptée pour les sportifs. Perso, je suis team fruit du dragon, mais il y a clairement de quoi trouver son truc grâce au pack découverte, permettant de vous faire une idée sur la plupart des goûts pour ensuite sélectionner celui qui vous plaît le plus. Alors si ça vous tente et qu'il s'agit de votre première commande, vous avez le code VISION5 qui vous donne 5 € de réduction. Et si vous êtes des habitués, vous avez le code VISION qui vous donne cette fois-ci 10% de réduction. Merci à Oli de m'accompagner dans mes projets. Et sur ce, retour à la vidéo. Une bombe a explosé. Et les soupçons se tournent vers celui que l'on appelait encore il y a quelques heures, le sauveur. Interrogé, il explique qu'il n'a fait que son travail. Non convaincu, il passe au détecteur de mensonges. Souhaitez-vous nuire au gouvernement fédéral en tuant des citoyens? Absolument pas. Avez-vous de l'expérience dans la fabrication d'explosifs? Non. En avez-vous récemment fabriqué un? Non. À chacune de ces réponses, la machine lui donne raison. Mais le mal est déjà fait. Son nom a fuité dans la presse et en quelques heures, sa vie bascule dans un cauchemar. Des journalistes assiègent son domicile jour et nuit, il ne peut plus sortir sans être traqué, et le téléphone sonne sans répit. Finalement, dans les semaines suivantes, les accusations s'effondrent. Richard Jewell est enfin reconnu comme le héros qu'il était, tandis que le véritable coupable reste introuvable. Sur la scène du parc, les enquêteurs n'ont pas cessé de fouiller chaque mètre carré. Parmi les débris, des indices essentiels commencent à raconter une histoire. Une quantité impressionnante de clous sont retrouvés éparpillés sur toute la largeur du parc. Certains sont même plantés dans des statues, preuve que l'explosion a projeté ces morceaux de métal avec une force redoutable. Rapidement, il devient évident que ces clous faisaient partie intégrante du dispositif, conçu pour se transformer en projectile meurtrier. L'engin avait été dissimulé dans un simple sac à dos. À l'intérieur, plus d'1 kilo de poudre à canon était répartie dans 3 tubes en acier, eux-mêmes bourrés de clous. Pour maximiser les dégâts, l'ensemble était appuyé contre une plaque métallique destinée à diriger la déflagration droit vers la foule. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Lorsque Richard Jewell est intervenu, il a dérangé celui qui surveillait l'engin. Dans la panique, le sac a été déplacé
et la plaque métallique s'est retrouvée collée au sol. Résultat, l'explosion s'est dirigée principalement vers le haut, loin de la foule. Sans le savoir, l'agent de sécurité venait de sauver un nombre incalculable de vies. Mais désormais, ce que la police veut, c'est un nom, un visage, un coupable. 6 mois après l'explosion du parc du Centenaire, une autre frappe à nouveau. Cette fois, miraculeusement, personne ne meurt. Les secours arrivent, sécurisent le périmètre et commencent à fouiller les décombres à la recherche d'indices. Sources close to the investigation tell NBC News there are differences in those 5 bombs too. Nails used for shrapnel were longer this time, and the backpack was described as ready. As in the double bombing last month. Ce dispositif secondaire, dissimulé sur le parking et pensé pour piéger les premiers intervenants, blesse grièvement 4 personnes et cause des blessures légères à plus de 50 autres. Un détail retient leur attention. Cette deuxième bombe était également garnie de clous. Pourtant, à ce stade, les autorités hésitent à relier formellement les deux affaires. Les éléments communs sont encore trop minces, jusqu'au moment où les experts découvrent, dans les débris, une plaque de métal identique à celle retrouvée dans la bombe du parc du Centenaire. Même matériau, même découpe, même épaisseur. Est-ce enfin la preuve qu'un seul et même criminel se cache derrière ces attaques? Once again, a bomb in the night. Once again, a second bomb discovered after the first one goes off. It happened outside a... Moins d'un mois plus tard, un autre lieu est frappé. Un bar gay d'Atlanta. Par miracle, personne ne meurt mais 5 sont grièvement blessés. Là encore, les forces de l'ordre découvrent un second engin, placé précisément là où les pompiers, policiers et secouristes étaient censés se regrouper. Heureusement, il est repéré juste à temps, et son explosion ne fait aucune autre victime. Comme dans les attaques précédentes, le dispositif est garni de clous. Les experts analysent ces fragments métalliques et confirment qu'il s'agit exactement du même type que ceux retrouvés à Sandy Springs. Peu après, les médias locaux reçoivent une lettre anonyme. L'auteur y revendique l'explosion du bar ainsi que celle de la clinique d'avortement à Sandy Springs. Mais alors qu'il s'apprête à suivre cette nouvelle piste, parmi les premiers membres du personnel présent ce matin-là se trouve Robert Sanderson, policier à Birmingham qui assure la sécurité de la clinique. Il est rapidement rejoint par Emily Lyons, une infirmière. Mais aujourd'hui, Sanderson a un mauvais pressentiment. Il meurt sur le coup. À ses côtés, Emily Lyons est grièvement blessée, son corps criblé de clous. Mais pour la première fois, des témoins repèrent un homme qui s'échappe à toute vitesse et parviennent à relever son numéro de plaque. C'est une avancée majeure. Les enquêteurs tiennent enfin un suspect tangible. En février 1998, le département de la justice annonce officiellement rechercher un certain Eric Robert Rudolph, 31 ans, originaire de Caroline du Nord. Le véritable criminel du parc du Centenaire a désormais un nom et un visage. Les autorités diffusent partout la photo d'Eric Rudolph, un homme blanc, aux yeux clairs et aux cheveux châtains. Dès le 5 mai 1998, le FBI le place sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du pays.
Une récompense pouvant atteindre 1 million de dollars est promise à quiconque pourra aider à le capturer. Rudolph est considéré comme extrêmement dangereux et déterminé. En moins de 2 ans, il a orchestré 4 attaques majeures, tout en échappant systématiquement aux forces de l'ordre. Son dernier explosif a coûté la vie à un policier, marquant un nouveau seuil dans l'escalade de violence. Face à cette menace, une chasse à l'homme d'envergure nationale se met en place, mobilisant tous les plus grands services de police pour appuyer les recherches. Mais Rudolph ne compte pas se laisser prendre. Il s'évapore littéralement dans la nature, donnant le coup d'envoi à l'un des épisodes les plus éprouvants de l'affaire, sa longue cavale. La caravane a été retrouvée à proximité de la forêt de Nantahala, laissant penser que le fugitif s'y cache. Alors des équipes tactiques s'y aventurent. Des campements s'installent au cœur de la forêt, les bois sont ratissés mètre par mètre et des barrages routiers sont dressés tout autour. Tout est mis en œuvre pour coincer Eric Rudolph. Mais dans une forêt de plus de 2000 km², dense et brumeuse, il pourrait être n'importe où. Et il a un avantage sur ses poursuivants. Ces montagnes, il les connaît par cœur. Il est intelligent, méthodique, entraîné. Ancien militaire, habitué à la survie et à la discrétion, il est un planificateur solitaire. Solitaire, une habitude ancrée depuis des années. À peine adolescent, il voit son père disparaître emporté par un cancer. Sa mère, convaincue que le gouvernement n'avait pas fait le nécessaire pour sauver son mari, nourrit une profonde rancune contre l'État. Elle emmène Eric et son frère Daniel dans les monts Ozarks où ils grandissent dans l'isolement, imprégnés d'idéologie suprémaciste blanche. C'est là qu'Eric Rudolph développe une haine profonde du gouvernement et des choix qu'il peut faire. Mais actuellement, il refoule sa haine, conscient que le moindre faux pas signerait sa perte. Et il faut croire que sa stratégie fonctionne, car après plusieurs semaines de traque, la piste s'éteint peu à peu. Mais le 6 juillet 1998, un événement va peut-être changer la donne. Quelque part dans la forêt, une connaissance d'Eric signale aux autorités que ce dernier lui a volé son véhicule. Enfin, une piste plus précise semble se dessiner, donnant aux enquêteurs l'espoir de resserrer l'étau autour du fugitif. Aussitôt, des unités canines et des hélicoptères sont déployés. La traque s'intensifie. Cette fois, tous en sont convaincus. Eric Rudolph va être capturé. Mais la détermination des forces de l'ordre se heurte à celle d'Eric, prêt à tout pour rester libre. Il connaît chaque sentier, chaque recoin, chaque grotte. Il sait brouiller ses traces. Et là encore, la fatigue s'installe dans les équipes de terrain et la piste s'éteint à nouveau. Comme si la situation n'était pas déjà assez complexe, un événement troublant vient encore obscurcir la traque. Pendant cette période, le frère d'Eric réalise une vidéo choquante à l'attention du FBI. Devant la caméra, il se scie la main pour exprimer son soutien à son frère. Persuadé que le gouvernement persécute leur famille, il veut marquer sa protestation par cet acte extrême. Avec un tel geste, les autorités commencent à craindre qu'Eric bénéficie d'un réseau de sympathisants tout aussi fanatiques, prêts à l'aider à se cacher. La recherche se poursuit néanmoins, acharnée, pendant près de 5 ans. Mais Eric Rudolph, lui, reste introuvable. Et bientôt, les rumeurs se multiplient. Certains le disent réfugié en Suède, au Mexique, en Espagne, ou perdu aux 4 coins du monde. Voire mort, quelque part, dans les profondeurs des bois. Sauf qu'il n'en est rien.
De retour au poste, l'identité de l'inconnu ne fait bientôt plus aucun doute. C'est Eric Rudolph, le fugitif le plus recherché d'Amérique depuis 5 ans. Et contre toute attente, c'est un simple policier débutant qui a réussi là où les plus puissantes unités du pays ont échoué. Après son arrestation, Eric Rudolph passe rapidement aux aveux. Il coopère pleinement avec les autorités, révélant l'emplacement de caches d'explosifs et livrant des détails sur chacune de ses attaques. En échange, il évite l'exécution et est condamné à plusieurs peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il est incarcéré à la prison fédérale Supermax de Florence, dans le Colorado, l'une des institutions pénitentiaires les plus sécurisées des États-Unis, où il côtoie certains des criminels les plus dangereux du pays. Depuis sa cellule, Rudolph rédige de nombreux écrits. Il y affirme avoir plaidé coupable non pas par remords, mais par calcul. Selon lui, en concluant un accord avec le gouvernement, il a privé l'État de l'exécution qu'il voulait lui infliger. Pour Rudolph, cet accord était un simple choix tactique et refuse de se sentir jugé par le gouvernement. Dans ses écrits, il dit avoir puni le gouvernement pour avoir légalisé l'avortement en 1973. Ainsi, derrière ces explosifs se cache la vision d'un homme qui se voyait en combattant idéologique, prêt à tout pour imposer ses convictions. Aujourd'hui, Eric Rudolph est définitivement hors d'état de nuire. Une victoire, sans doute, pour le gouvernement américain. Mais une zone d'ombre persiste, car si le gouvernement ne porte pas la responsabilité directe des crimes commis par Rudolph, son enquête demeure entachée par l'une des plus grandes erreurs judiciaires de l'histoire. Pendant près de 3 mois, les enquêteurs, la presse et l'opinion publique ont concentré leurs soupçons sur un seul homme. Richard Jewell, celui qui avait simplement fait son devoir. Du jour au lendemain, il est passé du statut de héros national à celui de suspect numéro 1. Son nom a fuité dans la presse, sa photo a fait la une des journaux. Devant son immeuble, les caméras s'entassaient, les journalistes campaient jour et nuit. Il était traqué, harcelé, jugé, sans jamais avoir été inculpé. Il a passé un test au détecteur de mensonges, son passé a été fouillé, et il a été épié dans ses moindres faits et gestes. Richard Jewell était devenu l'homme le plus haï d'Amérique, sans aucune preuve contre lui. Et quand, enfin, le FBI admet son erreur, il est trop tard. L'acharnement médiatique a brisé quelque chose d'irréversible. Des années plus tard, son nom sera réhabilité, son histoire portée à l'écran par Clint Eastwood dans le film « Le cas Richard Jewell », un film salué pour avoir rendu justice à l'un des héros les plus injustement calomniés de l'histoire moderne. Mais Richard ne verra jamais ce geste d'hommage. Il meurt en 2007, à seulement 44 ans, d'un infarctus lié à son diabète. Merci d'avoir regardé cette vidéo dans son entièreté. Je tiens aussi à remercier Galchi. Il s'agit du collectif qui a réalisé ma propre bande-son liée à la chaîne. Vous pourrez retrouver le lien de la playlist dans la description, ainsi que le lien de leur chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font, vous ferez sûrement une très bonne découverte. N'oubliez pas, si vous commandez chez Oli, vous avez le code VISION5 pour 5 € de réduction et Vision pour 10% de réduction, et donc merci également à eux de me soutenir dans mes projets. Si vous ne savez pas quoi regarder ensuite, je vous propose cette vidéo, dans laquelle nous retraçons l'un des plus grands mystères de France.